Cette deuxième conférence au CHAR fait un peu suite à la première. J'avais parlé du laboratoire d'anesthésie, du début des laboratoires en France après la Première Guerre mondiale, et puis j'avais insisté beaucoup sur les marginaux, pas très aimés, comme Pierre Huguenard et puis incidemment Henri Laborit. Et j'aimerais continuer parce que finalement, ce sont des gens qui ont été très contestés, mais qui ont apporté une certaine vision de l'anesthésie que l'on commence à reconnaître à l'heure actuelle. Donc Laborit, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, qui a failli avoir le prix Nobel, et c'est vraiment un personnage fascinant. C'est un littéraire, homme de devoir, et donc il a suivi les pas de son père qui était médecin de l'armée coloniale, et il s'est converti à la science et il a mis son imagination au service de la science. Donc, comme je le disais, c'est un militaire pas très bien intégré, et donc c'était un devoir pour lui de suivre le parcours de son père. En plus, comme il était orphelin depuis l'âge de 7 ans, ça lui permettait de suivre ses études en étant payé. Les choses importantes dans le parcours d'Henri Laborit sont la découverte du choc hémorragique. Chirurgien militaire, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une chose qui l'avait frappé. Et comme c'était un chirurgien qui n'était peut-être pas absolument génial, il s'est plutôt tourné vers la recherche et il a créé un laboratoire à Boucicaut en association avec l'assistance publique, et il a sorti plein de molécules. Et à la fin de sa vie, il a également écrit des livres à la limite de la philosophie. Donc c'est un chirurgien engagé, à la vie romanesque. Il était né à Hanoï, fils d'un médecin militaire, et il entre à l'école navale de médecine à 18 ans, se marie à 21 et sert comme chirurgien pendant la guerre. En fait, il est né à Hanoï, son père a été ensuite envoyé ailleurs, son père est mort à 7 ans, il était orphelin, et donc il est revenu ensuite en France et il est devenu chirurgien à l'école de médecine navale de Bordeaux à 18 ans. Il sort à 25 ans, et c'est en 40 la guerre qui va motiver ce littéraire. En 40, il a quand même eu pas mal de problèmes. En 40, son bateau est torpillé lors de l'évacuation de Dunkerque. Fort heureusement, il fait partie des rares survivants, et donc il a commencé sa carrière de chirurgien militaire naval par un naufrage. Il passe les 4 années suivantes au Sénégal, puis en Algérie, et il pratique la chirurgie. Mais ce n'était pas évident, et en particulier, comme c'était un peu un rebelle et qu'il était un petit peu désœuvré, il a tout fait pour avoir la possibilité de travailler, en particulier lors d'une inspection d'un médecin général en Algérie. Il s'est présenté avec une canne à pêche et il a présenté les armes canne à pêche à la main, signifiant qu'il aurait bien aimé faire autre chose que de la pêche à la ligne. On lui a donné d'ailleurs un poste de chirurgien dans un hôpital où il a pu pratiquer la chirurgie. En 1944, il participe au débarquement en Provence, toujours comme chirurgien, et puis il a plusieurs postes à la Libération qui vont le mener finalement au Val-de-Grâce, où, comme il était un petit peu marginal, qui commençait à s'intéresser vraiment à la recherche, on lui a dit, bon, vous pouvez faire de la recherche, on ne vous embête pas trop, créez un laboratoire en association avec l'assistance publique, et comme ça, vous serez tranquille et vous ne nous embêterez plus. Et il a créé, je vous en parlerai, ce laboratoire à Boucicaut, en association avec l'assistance publique, mais tout en conservant des amitiés
avec Pierrick Casamian, qui a été un ami d'enfance, plusieurs chimistes et pharmaciens, dont Michel Régnier, qui est un pharmacien chimiste de la marine, qui a travaillé pour Ron Poulenc également, pour Roger Bellon. Et c'est là qu'il a commencé à s'intéresser vraiment à la science et aux molécules et aux médicaments. Plus tard, toujours dans la vision du choc hémorragique, il s'est associé avec Pierre Huguenard, et donc vous connaissez tout ce qu'ont fait les deux compères, la neuroleptanalgésie, les cocktails lithiques, etc. Donc les années Boucicaut, c'est ça. Il part sur une idée fausse. L'idée fausse, c'est le choc hémorragique peut être combattu par l'hypotension et l'hypothermie. Ça a été son dada, ça a été le dada de Pierre Huguenard. J'avoue que quand j'ai commencé en 1975, j'ai fait mon service militaire chez les pompiers, je me destinais à être pédiatre. Et puis finalement, je me suis tombé dans les mains de Pierre Huguenard qui vraiment était persuadé que l'hypotension, l'hypothermie, ça sauvait de tout. On s'est aperçu que ce n'était pas vrai, mais malgré tout, c'est par la physiologie du système nerveux, par ce genre de réflexion que Henri Laborie va aborder l'anesthésie et surtout la pharmacologie. Il était passionné de physiologie et c'est ce qui lui a permis de devenir un pharmacologue accompli. Donc en 1958, après des aventures au Val-de-Grâce, etc., il arrive à avoir un laboratoire avec l'assistance publique dans un grenier à Boucicaut. Ce laboratoire va durer jusqu'à sa mort en 1995. C'est là qu'il fera ses découvertes. Ce laboratoire, c'était comme les bons laboratoires de l'époque. C'était une auberge espagnole. Chacun venait avec ses idées. Il y avait des rats. Si l'idée paraissait bonne à la communauté, eh bien, on mettait en route le protocole. Si Marc Gentilly m'écoute, ça lui donnera peut-être quelques larmes, lui qui aimerait encore avoir à sa disposition un laboratoire qui l'accueille pour faire quelques expériences qui ne peuvent plus être faites à l'heure actuelle, malheureusement. Et donc, il s'est penché sur, c'était un touche-à-tout, il s'est penché sur tout ce que l'anesthésie comportait à l'époque d'intéressant. En 46-48, les curares. Alors ça, ce n'était pas forcément une très, très bonne idée, parce qu'il a voulu l'appliquer à la clinique et on lui a dit, mais attends, c'est peut-être pas la peine de curariser les femmes enceintes au moment de l'accouchement. Il a dit, si, c'est très, très bien parce que ça relâche le périnée et donc ça fait des accouchements de meilleure qualité. On ne sait pas trop quel était le taux de déchirure périnéale causée par les curares. Ensuite, comme je vous le disais, neuroleptanalgésie, cocktail lithique, hypothermie, ça c'est la grande époque de collaboration avec Pierre Huguenard à la recherche de limites de l'agression. C'est pas pour rien que son journal s'est appelé Agressologie, limite de l'agression causée par le choc hémorragique. Il pensait que en mettant le malade en hypothermie, en lui faisant baisser la pression artérielle, on arrivait à contrer les mauvaises réactions de l'organisme. Grande découverte. En 1951, le Largactil. Tout le monde en parle, tout le monde le sait encore. C'est lui qui a découvert le Largactil. L'histoire est intéressante. Il travaillait pour le laboratoire Ron Poulenc et le laboratoire Roger Bellon, qui ont fusionné très vite. Et les laboratoires lui donnaient des molécules en pensant que, voilà, telle molécule semble intéressante. Et donc, est-ce que tu peux l'essayer? Et il essayait sur ces rats, sur les malades, parce que à cette époque, les comités d'éthique n'existaient pas. Il essayait ces fameuses molécules.
Le largactyle est venu parce que Roger Bellon et Ron Poulenc travaillaient sur les antihistaminiques. Les antihistaminiques faisaient dormir, avec des effets sédatifs importants, et Henri Laborit s'est rendu compte que c'était des propriétés qui pouvaient être utilisées en prémédication et pour l'anesthésie. Il a dit au laboratoire, est-ce que vous n'avez pas des molécules qui traînent qui sont plus sédatives et moins antihistaminiques? Et on lui a donné des molécules qui avaient été mises au rebut. Le largactyle faisait partie de celle-là, et c'est donc la grande découverte du largactyle. Ensuite, il s'est évidemment intéressé aux stéroïdes. Je me souviens avec Huguenard du Viadril, on mettait pour une appendicite, on mettait un cathéter central et pour faire passer le Viadril pour qu'il n'y ait pas de thrombose veineuse périphérique. C'était un petit peu excessif, je pense. Et puis, il y a la grande époque du gamma-OH. Le gamma-OH, c'est une chose intéressante parce que c'est la première fois qu'une réflexion intellectuelle basée sur la physiologie permet de créer une molécule. C'est devenu la règle avec l'informatique, mais à l'époque, c'était une chose qui était extrêmement nouvelle. Il faut savoir que pour créer un médicament, pendant très longtemps, ça a été l'observation. Le chloroforme en 1847, on vient d'en parler tout à l'heure, la pénicilline en 1928, il fallait être perspicace, s'apercevoir qu'il y avait un effet, et puis dans ce cas-là, on le mettait en pratique. Ensuite est venu le screening, le criblage de molécules, les essais sur plein d'alcaloïdes, ça c'est nettement après la guerre. Et puis maintenant, on en est à la modélisation, la synthèse intelligente, la modélisation moléculaire. Le génie d'Henri Laborit a été de développer des molécules à partir de propriétés physiologiques. Il s'est dit, je veux agir sur telle propriété physiologique, comment je vais essayer d'avoir une molécule qui va agir là-dessus. On parlera du gamma-OH un petit peu après. Mais je veux continuer mon exposé par vous faire bien comprendre que les modèles actuels sont quelque chose de très récent. Au départ, digitaline, morphine, tout ça, comme je vous le disais, c'est des observations cliniques, la pénicilline en particulier. Dans les années 60, on a commencé à produire beaucoup de molécules, on les a criblées, on a tout essayé avec des gros moyens, ça nécessitait des laboratoires avec des gros potentiels d'approche animale en particulier. Et puis après, on a commencé à réfléchir et à se dire qu'il y avait une certaine rationalité à la conception de molécules. Maintenant, on en est à l'informatique et la conception à partir de modèles de molécules de récepteurs, de modèles de récepteurs et de modèles de molécules. Laborit se situe à la charnière de la conception rationnelle et du criblage. Il a terminé un peu en faisant du criblage, il n'a pas réussi à faire grand-chose. Mais sa grande force est de s'être trouvé un petit peu à ce moment-là où il a d'abord commencé par la conception rationnelle pour ensuite faire du criblage. Il a pris un peu les choses à l'envers. Alors, j'aimerais vous montrer cette diapositive parce que ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Là, c'est quelque chose qui n'est pas encore publié, qui est de la modélisation. Et vous voyez ici la molécule de bupivacaïne qui est dans la poche du corécepteur du récepteur TLR. Les récepteurs TLR sont les récepteurs de l'immunité innée et de l'inflammation. Et donc, vous voyez, c'est comme ça que l'on fonctionne. Par exemple, on a pu montrer que la morphine se fixe également, mais c'est un agoniste. Et ici, vous voyez l'entropie. L'amitriptyline est un puissant antagoniste des récepteurs TLR. C'est un anti-inflammatoire
très puissants, les anesthésiques locaux également. C'est comme ça qu'on travaille à l'heure actuelle. Au moment de la borite, on découvrait ce genre de choses. N'oubliez pas, 1953, Nature, l'article de Watson et Crick avec la double hélice, c'était l'aboutissement des travaux de cristallographie. On faisait de la cristallographie, on arrivait comme ça à montrer quelle était la forme 3D des récepteurs, des grandes molécules biologiques, de l'ADN, de l'ARN ou des protéines. C'est comme ça que l'on est arrivé petit à petit à ce que je vous montrais sur la diapositive d'avant, c'est-à-dire la modélisation moléculaire par l'informatique, en connaissant les forces d'interaction entre ligands et protéines, et en disant, ben voilà, j'ai tel récepteur, je vais fabriquer telle molécule. Pour le gamma-OH, c'était un petit peu ça, un peu avant. Le gamma-OH est une molécule qui a été entièrement pensée par Laborit. C'est là un peu son génie, plus que le largactyle. Il s'est dit, bon, le GABA, c'est une molécule très intéressante, c'est les clés du sommeil, mais malheureusement, ça ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Par contre, un des métabolites, le gamma-OH, qui a à peu près les mêmes effets, passe, lui, facilement la barrière hémato-encéphalique. Il a donc commencé à synthétiser le gamma-OH. Il s'est aperçu qu'effectivement, et les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, ça revient d'ailleurs pas mal à la mode, le gamma-OH est devenu une molécule très intéressante sur le plan de l'anesthésie. Et c'était vraiment une conception directe de l'esprit de Laborit. Ça lui a permis également une chose, c'est de s'affranchir des laboratoires pharmaceutiques. À l'époque, on travaillait très bien avec, moi j'ai beaucoup travaillé avec les laboratoires pharmaceutiques, on n'avait pas les mêmes problèmes. Ils acceptaient qu'il y ait leurs médicaments n'étaient jamais parfaits, ils le reconnaissaient et ils favorisaient les chercheurs. Maintenant, le marketing est passé par là et les choses ont beaucoup changé. Mais grâce au gamma-OH, qu'il a breveté lui-même, Laborit a réussi à avoir des subsides qui lui ont permis de faire fonctionner son laboratoire sans aucun problème. Et à ce propos, Bernard Weber, qui est décédé depuis, avait fait une conférence au CHAR avec un papier dans les cahiers d'anesthésie c'est un papier très intéressant qui retrace l'histoire du gamma-OH. Finalement, le résultat est quand même impressionnant. Entre 1950 et 1995, 116 brevets avec Ron Poulenc, Roger Bellon, puis directement par le laboratoire de Boucicaut. Pour le bilan scientifique, 629 entrées dans PubMed, il a terminé jusqu'à la fin. Il est mort en 1994 et il continuait à travailler au laboratoire. 44 papiers en anglais. Surtout, une chose qui est quand même remarquable, c'est le prix Albert Lasker, dont on sait que c'est normalement l'antichambre du prix Nobel. Il n'a pas eu le prix Nobel, cela se conçoit, c'était plus un franc-tireur qui n'entrait pas dans le moule habituel. Il a fondé également la revue Agressologie qui n'a pas duré très longtemps après lui. Mais en dehors du scientifique, il faut savoir que c'était un esthète, un littéraire et un communicant. En partie, c'était vraiment un littéraire au départ et ce sont ses amis qui l'ont convaincu que finalement, il devait se tourner un petit peu vers la science et en particulier son ami d'enfance de l'école de Bordeaux. D'ailleurs, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. Il s'est approché d'Alain Resnais. Le film Mon oncle d'Amérique lui est consacré. Il a écrit plus de 20 livres, un petit peu en marge de la science, avec quand même
toujours une idée sur le comportement humain, une vingtaine de livres, alors vraiment de biologie, et puis il a pris des positions politiques anticonformistes. Je dirais que c'était un anarchiste anticonformiste que l'on pouvait difficilement classer parce que lorsqu'on a voulu le classer, en général, il s'est mis de l'autre côté simplement pour faire enrager les gens qui croyaient connaître ses opinions. Mais ça a toujours été un pédagogue. Et le film Mon oncle d'Amérique en témoigne. Il a joué dans ce film, il a joué son propre rôle et c'est un pédagogue extraordinaire. Ce film est inspiré de son grand livre, son livre, qui est L'éloge de la fuite. C'est son ouvrage principal parce qu'il était fasciné par les comportements humains et il avait peut-être pas la prétention, mais il avait toujours l'envie d'expliquer les comportements humains par des comportements biologiques. Il n'y est pas vraiment arrivé, il a fait parfois fausse route, il avait souvent raison, mais au moins il a ouvert une voie qui reste intéressante à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on en garde? Qu'est-ce qui restera de Laborite? Le pharmacologue, certainement. Le physiologiste clinicien, certainement. Mais je pense que c'est un peu un des derniers penseurs du XVIIIe siècle qui a une connaissance un petit peu universelle, ce qui n'existe plus à l'heure actuelle, et qui a fait de l'intégration neurosensorielle la base du comportement humain. Je crois que vraiment, c'est ce qu'il faut retenir de l'enseignement d'Henri Laborite. Voilà, je vous remercie. Je pense que bon, je n'ai pas été très, très long. Question? Oui, Bernard Weber nous avait fait une conférence, notamment sur le gamma-OH, et il nous avait raconté qu'il parlait du GABA et qu'en définitive, il y a quelqu'un qui dit, mais pour le faire passer, il suffit de rajouter un OH et ça doit passer. Et c'est comme ça que c'était fait. Et puis le gamma-OH, il avait été fait comme somnifère la nuit. Et à ce moment-là, ça ne marchait pas du tout. Hein. Il y a eu une AMM comme somnifère. Oui, il y a eu un AMM comme somnifère, mais c'était trop profond. C'est une petite anecdote, enfin je ne sais pas trop ce qu'elle vaut, mais il y a eu une controverse à propos de son prix Nobel, enfin de la possibilité du prix Nobel. Oui. Il a été en concurrence, paraît-il, avec Cournane. Et il a été à 2 doigts d'être nommé au prix Nobel. 3 fois même, oui. Mais finalement, pour des raisons, paraît-il, hein, je ne sais pas, politico-relationnelles avec les États-Unis, ils ont préféré Cournane, qui était français d'origine. Oui. Et donc, les responsables se sont dit, bon, ça aurait pu être un Français, mais finalement, ça sera un Américain d'origine française, donc tout le monde sera content. Voilà. Alors, quelle est la réalité de ça? Je pense que c'est peut-être un peu vrai, parce que les gens qui m'en ont parlé étaient des gens sérieux. Mais enfin, jusqu'à quel point? Voilà, c'est la réalité, c'est cette concurrence avec Cournane qui a inventé l'hémodynamique cardiaque du cœur droit au départ. Voilà. C'est vrai que le Cournane, c'était quand même une avancée extraordinaire. Nous, on a connu la Swan-Ganz, qui est enfin, c'est tout le cathétérisme cardiaque, les avancées maintenant de la radiologie interventionnelle, c'était la porte ouverte à ça. Laborite, je ne suis pas sûr. Le problème des prix Nobel, c'est qu'il y en a la moitié qui sont injustifiés et il y a la moitié des gens qui auraient dû l'avoir et qui ne l'ont pas eu. Donc, il y a un peu une certaine loterie. Je pense que le personnage de Laborite
n'était pas dans l'esprit du Nobel. Je pense que c'est ça. On dit que Hamburger serait allé à Stockholm pour interdire qu'il soit nommé. Oui, on l'a dit ça. Mais je n'ai jamais eu la preuve de cette pétition. Est-ce que les anesthésistes français se seraient mêlés de cette affaire? Oui, c'est plutôt, on dit que c'est les chirurgiens, qu'il y avait des jaloux parmi les chirurgiens, les militaires. Je ne sais pas, je pense que ce sont un peu des légendes. On a fait porter le chapeau à plein de gens. Je pense que les choses sont plus simples. Il n'a pas été nobelisé parce qu'il n'entrait pas dans les clous du Nobel, à mon avis, hein, tout simplement. Il y a quand même beaucoup de candidats, hein, il n'y a pas que des candidats français. Donc, dire que ça a été une cabale française contre lui, ça se dit beaucoup, mais il n'y a pas de preuves et je n'y crois pas, personnellement. En tout cas, j'en reviens à la Bourrie, il a formé Michel Sabatier, qui était un anesthésiste professeur des universités à Bordeaux, oui. Dont j'ai été l'interne à un moment donné, et qui a introduit à Bordeaux la neurolette, et qui nous a fait beaucoup travailler sur, à cette époque, dans les années 60, fin 70, là, nous a fait beaucoup travailler sur ce concept et également sur l'hypothermie, enfin, et puis pas sur l'hypotension. Hein. L'hypotension, ça a toujours été un peu une espèce de tabou, bien que se faisait des qu'on trouvait à l'époque dans des conditions un peu rock'n'roll, il y a eu d'ailleurs des décès. Hein. Mais enfin, donc, on a beaucoup travaillé sur ce concept. Sabatier. Michel Sabatier est décédé dans les années 2000. Voilà. Oui. Alors, il y avait aussi l'école de Montpellier. Oui, oui. Également. Avec Ducaillard. Toute l'équipe Ducaillard, Sabatier, Huguenard. Oui. Et ils ont un peu secoué le cocotier. C'est pas si mal. Un peu, ils dérangeaient. Ils étaient excessifs, mais ils ont permis des avancées et disons que l'anesthésie traditionnelle a été obligée de devenir plus rigoureuse pour prouver que ces francs-tireurs finalement avaient tort. Je pense que ça a été très bien d'avoir un petit aiguillon. Merci. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est Jacques. Je voudrais juste rappeler qu'il nous a laissé un unique livre d'anesthésie. Oui, il a écrit énormément. Ah oui. Qui est complètement introuvable. Hein. Oui, la moitié sont. Oui, oui. 1951. Il y a de très bons sites sur Internet qui maintiennent la mémoire de la borite. Pour moi, l'image qu'il me laisse, c'est d'avoir pendant les années, je dirais 50 à 70, à avoir une activité scientifique très prolixe en relation avec l'anesthésie et ensuite d'avoir continué sur une vision plus globale et générale de l'influence, je dirais, de la neurologie, des neurotransmetteurs, de la physiologie, qui était finalement le fondement de ce qui le passionnait. Voilà, c'est l'image que j'en ai. Moi, je pense que le concept Laborie-Huguenard qui a permis d'envisager un autre type d'anesthésie en chirurgie cardiaque qui était faite beaucoup avec des gaz qui avaient une action toxique pour le cœur et qui a permis, je crois, d'évoluer aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant en chirurgie cardiaque. Et je pense que ça a été un moment, un petit peu une charnière. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Je crois qu'il
il a obligé les gens à réfléchir et il a apporté beaucoup de choses. C'est quand même pour ça qu'il est reconnu. Il a été d'ailleurs professeur invité à Montréal, si je me souviens bien.